Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au Grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Manger mieux à l'école, c'est évidemment possible. Oui, mais comment? Entre l'inflation, l'engagement très inégal des territoires pour des aliments sains et durables à la cantine, et puis des parents, c'est vrai, pas toujours très regardants, nos invités vont nous aider à y voir plus clair pour remettre de l'équilibre, de la diversité et du plaisir dans l'assiette de vos enfants. Notre bon point du jour sera également consacré à l'alimentation des plus jeunes. Vous allez découvrir les papilles vertes. Ce sont des kits ludiques pour les 3-6 ans qui vont réconcilier vos bambins avec les brocolis et les petits pois. Et comme chaque vendredi, Guillaume Buan va vous proposer ses meilleurs spots pour sortir en famille. Il sera notamment question de la Paris Games Week et puis des animaux fantastiques. Vous savez, ces animaux de la saga Harry Potter qui sont au Louvre de Lens. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. On va commencer ce journal presque 4 mois après la mort de Naël et des émeutes qui avaient suivi ce tragique événement. Eh bien, Elisabeth Borne a dévoilé un vaste plan d'action gouvernementale. Et l'exécutif va notamment débloquer 100 millions d'euros pour aider à la reconstruction des lieux publics détruits ou très gravement touchés. Et pour financer tout cela, en dehors des assurances, la Première ministre a annoncé que les parents des mineurs qui ont participé aux émeutes paieront. Et quand un mineur a causé des dégradations, nous allons nous assurer que les deux parents, qu'ils soient séparés ou non, qu'ils vivent avec leur enfant ou non, soient responsables financièrement des dommages causés. Personne ne doit pouvoir se dédouaner. Chacun est responsable devant la société. Autre annonce de la Première ministre sur les mineurs qui n'ont jamais eu affaire à la justice. Elle souhaite des sanctions pour qu'aucun acte reste impuni. Et ce, dès la première infraction. Elisabeth Borne qui a donné d'ailleurs quelques exemples hier. D'abord, nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu en la portant à 750 €. Ensuite, nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. La Première ministre Elisabeth Borne qui donnait une conférence de presse donc hier à la suite de cette intervention, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a émis l'idée d'un placement de nuit pour les jeunes émeutiers, c'est-à-dire les placer en déferment rapide entre 21h et 6h du matin pour les isoler afin qu'ils ne recommencent pas et en profiter aussi pour leur rappeler les valeurs républicaines. Concernant les parents à présent, l'allocataire de Matignon souhaite que des stages de responsabilité parentale, voire des peines de travaux d'intérêt général puissent être prononcé à l'encontre de ceux qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs. Un sujet qui va donc diviser, notamment à gauche. Sur France Info, le président du Parti socialiste de la Seine-Saint-Denis estime que les injonctions sont infantilisantes et il se dit surpris que ces débats concernent surtout des enfants pauvres. Allez, on passe à cette annonce qui a fait beaucoup réagir. Le Crous va dédommager les étudiants contraints de laisser leur logement lors des JO. Et le problème, c'est la façon dont ils vont être dédommagés. Oui, un montant de 100 € leur sera versé, plus 2 places pour des épreuves leur seront offertes. Voilà ce qu'a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. C'était dans les colonnes du Parisien. Il faut rappeler qu'à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, plus de 2000 étudiants vont devoir être relogés car leurs logements au sein du Crous seront réquisitionnés pour loger des pompiers, des soignants, des forces de l'ordre qui vont donc intervenir pour la sécurité des Jeux Olympiques. Alors, réaction ce matin sur RMC du trésorier de l'UNEF, le syndicat étudiant, Adrien Liénard. Pour lui, ce n'est tout simplement pas assez. Le fait que la ministre ne revienne pas sur sa décision et en plus explique qu'on va avoir un dédommagement de 100 €, c'est-à-dire une miette. En tant qu'étudiant, on préférait une réforme des bourses à la hauteur pour pouvoir lutter contre l'inflation plutôt que d'avoir des places pour les Jeux Olympiques. Si le gouvernement souhaite utiliser des chambres Crous, qu'il le fasse sur celles qui soient inoccupées en fait. C'est aussi quelque part un paternalisme envers la jeunesse et un mépris en fait envers la jeunesse de considérer que les gens qui vont se faire expulser ne vont pas protester juste parce qu'on va leur donner 100 € et 2 tickets d'entrée pour les JO.
Les propos donc d'Adrien Liénard, qui est le trésorier de l'UNEF, a noté que la ministre a précisé qu'il n'y aura aucun surcoût pour les jeunes et que ce déménagement se fera, s'ils le désirent, au plus près de leur lieu d'études. Direction Clermont-Ferrand maintenant, 3 mois de prison avec sursis pour ce père qui avait menacé un proviseur. Les faits remontent au 7 septembre dernier lorsque sa fille s'est vue refuser l'entrée de l'établissement parce qu'elle portait une abaya, un vêtement qui depuis a été interdit par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, interdit depuis la rentrée. Ce franco-tunisien âgé de 44 ans avait appelé l'établissement sans parvenir à joindre le proviseur. Il s'en était donc pris à l'agent d'accueil et à un CPE. Il a lâché, selon les témoignages, je vais lui couper la tête, il faut que ma fille vienne en mini-jupe pour rentrer. Il y en a qui cherchent à se faire égorger. Fin de propos. Le père qui devra également effectuer un stage de citoyenneté. Et depuis l'incident notamment, la lycéenne a été exclue de l'établissement. Et puis de nouveaux actes antisémites, cette fois en Mayenne, quelques jours après l'attaque du Hamas sur Israël. 3 croix gammées reproduites avec des Legos. Voilà ce qu'a découvert dans la cour d'une école primaire d'Oussé, un village de 500 habitants, le directeur de cette toute petite école primaire de 80 élèves. Il a déposé plainte. L'inspection académique est au passage saisie. Il n'y a pas eu de dégradation au sein de l'école. Merci beaucoup Guillaume. On se retrouve tout à l'heure pour des informations un peu plus légères, puisqu'on va parler des sorties du week-end et de la semaine. On en vient à notre question du jour. Le 18 octobre dernier, à l'occasion de la première réunion de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, Emmanuel Macron a fixé un objectif. Chaque enfant doit avoir accès à un repas de qualité à la cantine d'ici 2030. Mais où en est-on exactement? Comment transmettre à nos enfants toutes ces bonnes pratiques en la matière? Et puis, de quelle manière l'école peut être de plus en plus concernée, vertueuse, engagée sur le sujet? On en parle tout de suite avec nos invités. Quelques chiffres pour bien prendre la mesure de la situation. Les jeunes mangent 4 fois moins de fruits et légumes que leurs grands-parents. 90% des enfants ne consomment pas 5 fruits et légumes par jour et près de 9 écoliers sur 10, écoutez bien, ne savent pas reconnaître une betterave. C'est vous dire qu'il y a encore du travail et c'est pour cette raison qu'une quarantaine de pays se sont donc réunis à Paris les 18 et 19 octobre dernier pour évoquer l'alimentation dans les écoles et les investissements nécessaires pour donner accès à des plats sains et équilibrés au plus grand nombre. Mais que nous disent vraiment les spécialistes de ce qu'il se passe? Et est-ce seulement une histoire d'argent? On va en parler avec nos invités. Florence de la Provôté, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne à Levallois-Perret, en région parisienne. Et nous attend en Skype Sophie Niclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche agronomique qui œuvre notamment pour un développement cohérent et durable de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On va d'ailleurs commencer avec vous, Sophie, puisque vous menez des recherches très pointues sur l'alimentation des bébés et des enfants. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quelle manière justement vous œuvrez sur ce domaine et dans quel but ? Oui, moi je suis à INRAE, on dit INRAE maintenant depuis la fusion en 2020. Donc en ce qui me concerne, je m'intéresse à l'alimentation des enfants parce que c'est un levier formidable pour la santé de l'enfant et aussi c'est ce qui va déterminer son comportement alimentaire ultérieur. Je m'intéresse notamment à l'alimentation et à sa qualité dans les 1000 premiers jours de vie et aussi à l'alimentation dans le cadre de la restauration scolaire, notamment dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Dijon, puisque nous sommes intéressés dans le cadre d'une thèse de recherche-action à la manière d'engager la restauration scolaire vers plus de durabilité, donc pour aller dans le sens de la définition de la durabilité de la FAO. Et en quelques mots, les résultats de vos recherches disent quoi de la situation actuelle de l'alimentation dans les écoles ? Alors, ce que ça dit, c'est qu'on a la chance fantastique en France, déjà d'avoir une restauration scolaire avec un cadre législatif qui est très élaboré et qui fixe notamment des guidelines, des guides, des recommandations nutritionnelles qui permettent, quand ces guides sont suivis, de fournir une restauration scolaire de très bonne qualité aux enfants. Donc, elle couvre 33% des besoins énergétiques, mais 50% des besoins nutritionnels, c'est-à-dire que l'alimentation qui est servie en restauration est de bonne densité nutritionnelle. Ça, c'est ce qu'on a observé, notamment en analysant les menus servis à la ville de Dijon. Et puis, on a voulu aussi comprendre l'effet de la réglementation récente, notamment Egalim, qui propose d'avoir un menu végétarien obligatoire par semaine, pour aussi analyser la qualité nutritionnelle
et l'impact carbone des menus végétariens ou non végétariens. Ça nous a permis de voir qu'en fait, les menus végétariens sont d'aussi bonne qualité nutritionnelle que les menus non végétariens, qu'ils ont un impact carbone bien moindre, une empreinte carbone bien moindre, plus de 2 fois plus faible que les menus non végétariens. Déjà, on commence avec des bonnes nouvelles et c'est plutôt dans le sens d'une alimentation beaucoup plus durable. Ouais, donc des bonnes nouvelles sur notre alimentation scolaire dont on peut se réjouir d'ores et déjà. Florence de la Provoté, on en est où de l'accès aux enfants à des plats sains, équilibrés, durables en France? Comment vous regardez ça de votre point de vue? Effectivement, on s'éloigne un peu des repas sains dans la mesure où il y a malheureusement beaucoup de plats tout préparés et transformés, comme on dit. Donc on essaie de revenir, mais c'est assez difficile à la cuisine de maison. Mais la vie d'aujourd'hui fait qu'on a moins le temps de cuisiner, moins le temps de faire les courses, moins le temps de faire la vaisselle. Ça a pris beaucoup d'impact avec l'effet du confinement et du Covid, où là, beaucoup ont pris le pli de faire livrer à la maison. Et le problème de faire livrer à la maison, c'est que souvent les proportions sont trop importantes. Il y a vraiment, pour un impact aussi éco-responsable, c'est d'adapter les bonnes quantités aux bonnes personnes. Les enfants n'ont pas forcément besoin des mêmes proportions qu'un adulte. Or, souvent, c'est... On a tendance à beaucoup les servir, en fait, par générosité parentale, on va dire. Oui. Mais ils n'en ont pas besoin. Et en plus, ils laissent et ils gâchent. Exactement. Donc, et je trouve qu'il ne faut pas finir son assiette parce qu'on nous en a trop servi. Il vaut mieux servir moins, voire se resservir. Et souvent, quand on est servi correctement, avec les bonnes doses, il n'y a pas besoin de se resservir. Surtout que si on veut aller jusqu'au bout pour faire un repas équilibré, il faut quand même avoir encore un petit peu faim après le repas principal pour peut-être avoir au moins la place du fruit s'il n'y a pas eu la place du légume avant. Ouais. Il y a au moins une crudité sous forme de fruits ou de légumes. Ouais. Et on est sauvé pour la vitamine C. C'est vrai que ce genre de dérèglement, je dirais, dans le foyer au niveau de la nourriture est un petit peu compensé par la cantine qui, elle, propose justement des fruits, des légumes en proportion qu'il faut. Sophie Niclot, je vais reprendre une interview que vous avez donnée au site de l'INRAE, justement, où vous dites, et je vous cite, « Nous avons au moins 200 décisions alimentaires à prendre par jour et pourtant nous adoptons des routines dont il est difficile de se répartir. » 200 décisions alimentaires, mais c'est énorme. Alors moi, ça doit être 300 ou 400, mais 200, ça me paraît fou déjà. Alors, c'est un chiffre qui avait été proposé par un chercheur américain qui s'appelle Brian Wansink. En fait, si vous réfléchissez à l'heure à laquelle vous allez manger, à ce que vous allez manger, au moment où vous allez commencer à manger, au moment où vous allez vous arrêter de manger, aux courses que vous allez faire pour pouvoir vous nourrir ultérieurement, etc. C'est cet ensemble de décisions mises bout à bout qu'on considère qui représente 200 décisions. Alors évidemment, ça semble un peu peut-être exagéré, mais bon, si on fait vraiment le décompte, c'est tout à fait ça. Ce qu'on veut dire en fait à travers ce chiffre, c'est que l'alimentation, c'est un domaine de décision complexe et qu'on a besoin d'adopter des routines pour faciliter la prise de décision. Et c'est aussi pour cette raison exacte que c'est difficile de changer les habitudes alimentaires et les modes d'alimentation et difficile d'arriver, alors, soit par des conseils diététiques, nutritionnels, ou soit par des politiques publiques, difficile d'amener les consommateurs à changer leurs pratiques en la matière. Néanmoins, il y a parfois des petites astuces qui fonctionnent. Donc, Madame, tout à l'heure, parlait du problème de la taille des portions. En restauration scolaire, par exemple, on peut tout à fait laisser les enfants se servir eux-mêmes pour adapter la taille des portions à leur appétit, ce qui permet déjà d'éviter du gaspillage alimentaire et aussi d'éviter qu'ils se sentent un petit peu pris au piège d'une assiette qui serait trop remplie, en fait. C'est notamment ce qui est appliqué à la restauration scolaire de la ville de Dijon. Vous dites également, c'est que c'est très important d'éveiller les enfants à tout ça dès bébés pour qu'ils aient des comportements alimentaires vertueux plus tard. Vous travaillez aussi beaucoup avec les bébés. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est très près de mon cœur, disons. J'ai conduit une thèse où j'ai suivi un groupe d'enfants de 2 ans jusqu'à 20 ans, grâce à l'aide d'un pédiatre de crèche, Dr Vincent Baudio, qui avait développé tout un système d'observation des comportements des enfants. Ce qu'on a observé dans ce travail, c'est que le comportement des enfants tel qu'il est développé à l'âge de 2-3 ans se répercute jusqu'au début de l'âge adulte. Les enfants qui aimaient bien les légumes des 2-3 ans étaient aussi les jeunes adultes qui aimaient bien les légumes. Et ça nous a amené à aller s'intéresser d'un peu plus près à ce qui se passait pendant ces 3 premières années,
pour comprendre les facteurs et les périodes critiques dans le développement des comportements alimentaires des enfants. Et on s'aperçoit qu'il y a une fenêtre favorable pour l'introduction notamment des fruits et légumes qui sont plus difficiles à faire consommer ensuite, au moment de la diversification alimentaire et jusqu'à l'âge de 2 ans, avant ce qu'on appelle le phénomène de néophobie alimentaire, c'est-à-dire le refus des aliments nouveaux par les enfants. Donc au cours de cette période, l'enfant est réceptif et le parent a une excellente fenêtre d'intervention pour faire découvrir une palette d'aliments qui pourront constituer ultérieurement le répertoire alimentaire de leur enfant. Florence de la Prévôté, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a les problèmes de temps, les problèmes d'argent, les problèmes de travail, les problèmes de flemme. Les parents, on est tous amenés à vivre ça. Il y a l'inflation en plus, bien sûr, avec le coût des fruits et des légumes qui explose. Est-ce que nous sommes, par nos modes de vie, condamnés à mal manger, et les familles les plus pauvres peut-être encore plus? Il faut essayer de se débrouiller. De lutter contre cela. Au niveau du fruit et du légume, si on en mange un des deux, c'est déjà pas mal. On n'est pas obligé de manger et des fruits et des légumes. Moi, je trouve que si on peut les consommer crus, c'est mieux parce que souvent, les gens ne savent pas faire cuire les fruits et les légumes correctement, donc il y a beaucoup de pertes vitaminiques et minérales. Donc soit il faudrait leur apprendre à bien cuisiner, c'est ce que je fais, à bien cuire les légumes pour les préserver. Et souvent, les enfants préfèrent le cru. Voilà. Et essayer de les conserver. Alors, en ce qui concerne les cuits, de les conserver, d'éviter toujours de jeter, peut-être de conserver par des moyens ça va contre le sens de ce que je viens de dire, soit par la cuisson ou la conservation. Et puis éviter le gaspillage aussi et essayer de récupérer tout ce qu'on peut pour jeter le moins possible. Voilà, ça c'est sûr, jeter le moins possible. Je pense qu'on devrait revoir un peu les dates de péremption, surtout en France. Parce qu'il y a une différence entre date de péremption et date limite de consommation. C'est deux choses différentes. Ouais. Il y a les dates de péremption impérative où quand vous dépassez cette date, la qualité microbiologique n'est pas assurée. Et l'autre, où elles sont moins impératives, ce sont des dates de consommation optimales ou à utiliser avant. C'est comme les yaourts, on sait très bien qu'après la date qui a marqué sur le yaourt, on peut le manger peut-être 3 semaines encore après. Mais il faut quand même que la chaîne du froid soit bien respectée. Éviter la rupture de la chaîne du froid, c'est plus important que la date. Ouais. Et les autres dates, les pâtes, les boîtes de conserve, on peut dépasser cette date, la qualité microbiologique est assurée. Par contre, il y aura peut-être des altérations au niveau organoleptique. Est-ce que vous estimez que l'éducation nationale et les collectivités sont assez impliquées sur ces sujets-là, selon vous ? Sans langue de bois. Pas toutes. Moi, j'ai fait un peu des interventions dans les écoles, mais c'était pas pris. C'était pris au sérieux par les enseignants, mais pas tellement par les enfants. Je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail. Sophie Niclos, même question pour vous. Qu'est-ce que vous observez au niveau de l'éducation nationale, des mairies, des collectivités ? Est-ce que ça rame ? Alors déjà, il faut bien comprendre que la responsabilité sur l'alimentation scolaire, elle est plutôt du côté des collectivités, puisque ce sont elles qui sont en charge de la distribution des repas. Par exemple, les mairies ou les municipalités au niveau du primaire, les départements au niveau du collège et les régions au niveau du lycée. Et donc, à partir du moment où elles offrent le service, elles ont l'obligation de le rendre accessible à tous. Et elles font un énorme travail de ce point de vue-là. Moi, je rappelle, en France, on a la chance extraordinaire de pouvoir bénéficier d'un service de restauration scolaire, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays en Europe ou dans le monde. Et donc, en tant que parent, c'est déjà un service extraordinaire dont on peut bénéficier. Donc ensuite, les situations sont extrêmement disparates d'une collectivité à l'autre. Certaines en font un petit peu le fer de lance de leur politique publique, s'investissent énormément dans le sujet pour fournir une alimentation de bonne qualité, durable. Les plus riches, clairement. Éventuellement, est-ce que ce sont les villes les plus riches ?
Je ne pense pas. On n'a pas fait cette analyse-là exactement. On a essayé de regarder en région parisienne ce qui pouvait déterminer finalement la qualité nutritionnelle de l'offre en restauration. Et c'était pas faux. Alors, je ne pense pas qu'on avait cet indicateur de richesse des villes, mais on restait sur un échantillon, on va dire, de région parisienne qui était relativement homogène. On a vu que en fait, c'était les villes qui avaient décidé de gérer elles-mêmes la qualité de la restauration, qui offraient une alimentation de meilleure qualité, alors que celles qui concédaient à des sociétés de restauration collective avaient des services de moins bonne qualité. Ce qui interroge un petit peu parce que ces opérateurs sont pourtant des professionnels et pourraient proposer une offre de bonne qualité. Donc ça interroge aussi sur les conditions des cahiers des charges et sur le prix qui est demandé pour la restauration scolaire. Si on met un menu à 50 centimes, il est évident qu'on ne va pas avoir la même qualité que si on met un menu à 3 euros, enfin, si on décide d'investir 3 euros dans la restauration. Donc évidemment, la question du coût, elle reste centrale dans ce positionnement-là. Et pour ce qui concerne l'éducation nationale, donc, qui est plutôt en charge des programmes d'enseignement, la situation, je dirais, elle est assez... elle a un petit peu bougé, puisqu'en 2020, l'Éducation nationale a produit un vade-mecum pour l'éducation alimentaire à l'école, et donc qui donne un certain nombre de ressources pour les enseignants. Ça reste quelque chose qui n'est pas obligatoire, et donc qui est un petit peu laissé à la disposition, au bon vouloir des enseignants qui sont motivés par ce sujet. Il y a quelques éléments liés à l'alimentation dans les programmes de l'éducation nationale. Pour moi, c'est largement insuffisant si on veut vraiment faire des enfants des mangeurs éclairés en leur donnant la capacité de naviguer dans le système alimentaire qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus numérisé, avec de plus en plus de labels, de plus en plus de distance entre la production et la consommation, donc finalement de plus en plus compliqué pour se repérer dans ce nouvel univers alimentaire. Florence de la Provôté, je ne sais pas si vous recevez des enfants en tant que diététicienne, mais des parents, c'est sûr. Et là, ce que nous dit Sophie, c'est qu'il y a toujours un grand gap, un grand écart entre les différentes classes sociales, en tout cas les villes, etc. Est-ce que vous arrivez à saisir ça et surtout à devoir expliquer sans arrêt les mêmes choses pour qu'on prenne conscience? Oui, bien sûr. Oui, ça c'est beaucoup de... faut répéter beaucoup. De toute façon, l'éducation, c'est beaucoup répéter. Mais on a quand même l'impression que depuis le temps qu'on en parle, on le sait quand même. Il n'y a pas un moment donné où vous dites quand même... Il faut arriver à le faire mettre en application. C'est ça. Et ça, c'est la différence. Parce que quand j'arrive, moi, souvent, il me dit, on sait, je sais. Bah, si vous savez, faites-le. C'est très bien. Alors souvent, moi, je suis toujours avec mes vieilles méthodes, mais qui marchent. C'est-à-dire, on met au point une alimentation ensemble, que ce soit pour les parents ou les enfants, hein, mais même avec les enfants. Et une alimentation qui est censée leur convenir. Et après, ils remplissent un semainier en essayant de suivre ce schéma alimentaire qu'on a décidé ensemble. C'est une négociation. Et moi, j'aime bien qu'ils mettent leurs commentaires avec ce qui va pas. Et après, on fait le point. Et c'est à moi de m'adapter avec eux et de trouver une solution pour atteindre les objectifs qu'on veut, que ce soit de poids ou d'équilibre alimentaire, pour y arriver malgré tout. Parce que c'est facile de dire faites ci, faites ça, mais une fois qu'ils sont confrontés avec la pratique, et c'est là où le deuxième rendez-vous est hyper important. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un énorme enjeu de santé publique, puisqu'on sait qu'en Europe comme aux États-Unis, les obèses explosent. Malheureusement, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais enfin, vous m'avez compris. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Et la cantine est là aussi pour assurer une certaine stabilité là-dessus et une information. Donc c'est important. Et vous travaillez là-dessus. Oui. Après, peut-être pas faire trop de zèle avec la cantine, parce que moi, je vois souvent des enfants qui ne mangent pas à la cantine parce qu'ils n'aiment pas. Donc, ils ne mangent rien. Donc, il y a beaucoup de gâchis. Ils ne sont pas nourris. Donc, ils sortent de l'école affamés. Donc, ils goûtent énormément et mal. Et donc, du sucre, et ça recommence etc. le soir avec le repas familial. Oui. Donc là, il y a un travail d'éducation à faire. Il faut choisir entre le repas pas copieux du dîner ou du goûter, et puis peut-être éduquer les enfants, où il faut peut-être pas les laisser peut-être autonomes, mais avoir une éducation, d'essayer quand même qu'ils mangent un minimum. Sophie Niclos, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots du programme Chouette Cantine ? Oui, tout à fait. C'est un programme qu'on a
co-développé et co-créé avec le service de la restauration scolaire et de l'alimentation durable donc de la ville de Dijon et l'association Éveil au goût à Dijon et donc mon équipe de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Donc le but de ce programme, c'était justement d'apporter un certain nombre de connaissances aux enfants sur des catégories de produits, les légumes et plus particulièrement les choux verts et les légumineuses, puisqu'on avait identifié que ces deux catégories de produits étaient celles qui étaient les moins appréciées par les enfants. Et donc pour faire ce premier constat, on a installé des bornes de vote dans tous les restaurants scolaires de la ville de Dijon pour que les enfants puissent donner leur appréciation sur le plat principal. Donc, ce qui nous a donné énormément d'informations, soit pour guider le travail des cuisiniers à la cuisine centrale pour retravailler les recettes éventuellement et faire en sorte qu'elles puissent mieux toucher leur cible, donc plaire un petit peu plus aux enfants, sans déroger toutefois aux principes nutritionnels. Et également, donc pour guider la conception de ce programme d'éducation avec le personnel de restauration. Donc l'idée était aussi de mettre en lien les différents personnels, les différentes catégories de personnel qui n'avaient pas forcément l'occasion de travailler ensemble, à savoir le personnel de la cuisine centrale, les personnels des restaurants satellites, les dames de cantine qui servent les enfants dans ces différents restaurants, et le personnel de l'animation qui est justement plutôt en charge au niveau des municipalités de l'animation autour de l'éducation alimentaire. Donc il y a un sujet là, pardon Sophie, il y a un sujet, c'est sur la formation justement des chefs de cuisine. Il y a 30 ans, à mon époque, c'était assez primaire. On faisait réchauffer et puis ça allait. Mais maintenant, on demande aux chefs des établissements scolaires d'être beaucoup plus techniques et précis et conscients. Tout à fait. On leur demande de faire beaucoup de choses. On leur demande aussi justement de s'adapter à ces nouvelles réglementations, notamment sur les menus végétariens, et donc de cuisiner finalement des recettes qui ne sont pas forcément dans leur répertoire ou dans le répertoire de ce qu'ils ont appris lors de leur formation initiale, qui est plutôt axée sur la viande. Quand on regarde les référentiels de formation d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, on voit que la viande tient une place centrale. Et maintenant, on arrive vers le fait de cuisiner une diversité de plats, dont des plats végétariens, parfois végétaliens, et c'est des nouveaux usages. Et donc là, effectivement, il y a un besoin de formation et d'accompagnement, parfois aussi un besoin d'équipement au niveau des cuisines pour pouvoir travailler des nouveaux produits, enfin des produits qui n'ont pas l'habitude d'être travaillés à cette échelle, pour permettre de réussir la transition alimentaire. Ouais. Pour conclure ce très sympathique et très intéressant débat, j'aimerais avoir quand même vos recommandations à toutes les deux pour que dans les cantines scolaires, ça continue d'avancer dans le bon sens et qu'on continue d'éveiller nos enfants au manger bien. Dans un pays comme la France où on a la chance d'avoir tellement de bonnes choses, il faut avoir cette conscience-là. Allez-y, Florence. Quelles sont vos recommandations ? Quel est le message que vous voudriez faire passer ? Dans la mesure où il n'y a pas de problème de santé, ça serait manger un petit peu de tout. Un petit peu de tout, comme ça, essayer, hein, même s'ils n'aiment pas, de faire un effort au moins de goûter. Ça, je pense que c'est indiscutable. Ils ont le droit de ne pas aimer, mais ils aimeront peut-être plus tard. Donc un petit peu de tout, comme ça. Ils ont déjà ce qu'il y a de bon, et puis ce qu'il y a de mauvais, on n'en a qu'un peu. Donc ça, normalement, ça ne porte pas préjudice à la santé, ni en surpoids, ni en déséquilibre nutritionnel. Et puis apprendre à manger lentement, à bien mastiquer. Est-ce que je comprends donc, et se servir de ses dents, on ne se sert plus vraiment de ses molaires, de croquer, et on croque des crudités en général. Ouais. Et donc on comprend aussi que les parents ont une vraie responsabilité et c'est à vous, à nous, de le faire vraiment. Sophie, en quelques mots, également vos recommandations pour une cantine scolaire encore plus chouette. Alors moi je rejoins tout à fait madame, il faut donner aux enfants l'occasion d'apprendre à aimer un aliment qui doit faire partie de leur répertoire, donc les inciter à goûter, c'est pas une punition de goûter, et on peut essayer de rendre ça extrêmement ludique. La restauration scolaire, elle a un rôle extrêmement important de convivialité, donc elle apprend à manger ensemble, ce qui apprend à vivre ensemble. Dans le contexte actuel, on pèse l'importance de cette dimension, et donc continuer à offrir une offre suffisamment diversifiée en restauration
pour permettre aux enfants de manger ensemble. C'est extrêmement important. Et aussi, la dernière dimension qui est vraiment essentielle également, c'est toujours maintenir le plaisir, c'est-à-dire effectivement s'intéresser à ce que l'enfant aime ou pas. Les enfants ne sont pas des adultes, ils ont des perceptions sensorielles différentes, des capacités masticatoires différentes, etc. Donc, prêtez attention à ça pour favoriser le plaisir de ce partage à table. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INRAE. Et merci Florence de la Provôté, vous êtes diététicienne à Levallois-Perret en région parisienne. Une petite pause et on se retrouve tout de suite dans le Grand JT de l'éducation. Nous voici de retour dans le Grand JT de l'éducation et vous allez découvrir comment rendre le brocoli cool aux yeux de vos enfants. Vous n'y croyez pas? Je suis sûr que vous aimez les brocolis. Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, avec exemple, désolé. Ah, dommage, non mais froid avec une petite vinaigrette, c'est excellent. Non, on en parlait plus chou-fleur avec vinaigrette. Ah, plus chou-fleur. Non mais remarque, peut-être vous êtes du Nord, c'est peut-être pour ça. Pas du tout non plus. Ben non plus, c'est pas grave, le chou et les brocolis, en tout cas, c'est excellent. Et il faut que nos enfants en mangent. On vient d'en parler à l'instant. Et on va en parler avec vous, Rose Mariton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et dirigeante des Papilles Vertes. Alors, ce sont des kits d'activité pour les 3-6 ans autour de l'alimentation. Quel est le constat qui vous a amené à lancer ces kits? L'idée, c'est qu'en fait, les enfants aujourd'hui, quand on nous parle brocoli, mais betteraves, haricots verts, ils ont plutôt envie de s'enfuir en courant. Les seules choses qui les intéressent dans l'alimentation et qui leur fassent plaisir, c'est ce qui est autour du sucre. Donc ça, faire aimer un cookie à un enfant, c'est pas très difficile. Mais changer son regard sur les légumes, ça l'est beaucoup plus. Et en fait, la façon dont on le fait aujourd'hui, c'est beaucoup par l'aspect nutritionnel, manger, bouger, 5 fruits et légumes. Et ça, un enfant de 3 à 6 ans... Oui, il comprend pas. Non, ça lui parle Mais pas oui. trop. Et honnêtement, même un adulte, je suis pas sûre que ça soit très efficace non plus. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment le faire par le jeu et par le plaisir. Et c'est ce que je fais avec les kits d'activité. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces kits d'activité? Alors, l'idée, c'est qu'en fait, c'est un kit avec une quinzaine d'activités à chaque fois. Et les enfants vont jouer avec ces activités qui ont un thème autour des fruits et légumes. Donc, la première fois, par exemple, c'est les couleurs. Il y a 15 activités. Ça va aller de l'expérience de peinture avec de la betterave à des histoires, des coloriages, des petits jeux à construire. Donc, il y a plusieurs formats un peu différents. Et après, c'est pensé comme un parcours. Donc, on a un kit tous les 2 mois. Et à chaque fois, on découvre un aspect différent de l'alimentation. Donc, les couleurs, les formes, l'agriculture, les 5 sens. Il y a beaucoup de choses, en fait. Alors, vous dites, on fait de la peinture avec les betteraves. Donc, en fait, c'est... on parle des légumes, mais en leur donnant un aspect complètement ludique qui est hors de leur champ nutritionnel. Oui, et c'est même hors... alors, il y a une partie dans la cuisine. Oui. L'expérience, la betterave, typiquement, on va la couper dans la cuisine. Mais il y a aussi une partie en dehors de la cuisine pour sortir de la pression de juste goûter l'aliment et d'être plutôt sur... Je me rappelle avoir fait quelque chose de sympa avec cet aliment. Et vous vous dites que peut-être en faisant de la peinture avec la betterave, les enfants vont peut-être lécher leurs doigts ou avoir envie peut-être de le mettre à la bouche et que ça va peut-être déclencher quelque chose de positif. C'est ça, et c'est aussi que la fois d'après, quand on leur parle de betterave, ils ont moins envie de s'enfuir en courant parce qu'ils associent ça à quelque chose de positif, en fait. Ouais. Voilà. Alors, il y a des thèmes, hein, vous l'avez dit un petit peu, chaque kit a des thèmes et vous les avez pensés comme une sorte de gradation. Oui. En fait, il y a un parcours qui est progressif. Donc, il y a 12 thèmes. Et c'est pensé donc, avec des thèmes un peu différents à chaque fois. On est vraiment de la fourche à la fourchette sur tout ce qu'on aborde comme sujet, à hauteur de 3-6 ans quand même. Et après, en fait, l'idée, c'est qu'il y a tout un univers qui se crée. Donc, on commence avec les couleurs. On découvre la bande des papilles. Donc, c'est 5 enfants, un chien qui découvrent des choses autour de l'alimentation. Et après, des choses qu'on a vues dans le premier. Dans le deuxième, on s'en sert. Mais on découvre d'autres aspects pour pas s'ennuyer, à la fois pour l'enfant et pour le parent, pour que ça soit toujours sympa. Mais vous êtes diététicienne, vous êtes experte en... Non. Alors, où est-ce que vous êtes allée chercher toutes ces informations et... Alors déjà, moi, je suis maman, donc j'ai 2 enfants qui ont 3 et 1 an, donc je vis le sujet de l'alimentation au quotidien. Après, c'est aussi un sujet qui me passionne, tout ce qui est autour de l'alimentation et l'alimentation durable en particulier. Et je me suis entourée d'expertes en fait, en l'occurrence. Donc une personne qui est une spécialiste de la pédagogie des enfants et notamment des 3-6 ans, qui s'appelle Emmanuel Opezo, qui m'a aidée à construire toutes les activités, en fait, penser lesquelles seront adaptées aux enfants de 3 à 6 ans. Après, j'ai une illustratrice aussi qui m'aide beaucoup pour donner vie et donner un design aussi qui soit un petit peu moderne et qui sorte peut-être aussi des cadres classiques du monde de l'enfance. Et après, il y a aussi une personne qui s'appelle Marjorie Pradel qui m'a aidée à construire des fiches, alors plutôt à destination du parent, pour lui. Donc elle est spécialiste justement de l'accompagnement parental et c'est plutôt pour expliquer quels sont les stades de développement de l'enfant qui sont en fait liés à l'alimentation. Typiquement à 3 ans, on est dans le non, en fait on est aussi dans le non au niveau de l'alimentation. Ça, c'est plutôt pour aider le parent.
Et quels ont été les retours justement des parents, si vous en avez déjà? Alors j'ai fait un test avec 30 familles. Les retours, ça m'a aidé à beaucoup faire évoluer. Tout n'était pas positif dans les retours. En fait, ce qui était très positif, c'était l'idée, de façon générale, le fait de faire des activités avec ses enfants autour de l'alimentation, pas uniquement faire des recettes, et de le faire chez soi, dans le cadre du foyer. Et l'âge 3 à 6 ans aussi, ça fonctionnait très bien. En revanche, ce qu'on m'a dit, c'est quand on fait une expérience, une activité, parfois on a envie de faire tout de suite. On reçoit le kit, on a envie de faire des choses tout de suite. Et c'est là où on a adapté, en fait. C'est pour ça que maintenant il y en a 15, parce qu'il y en a qu'on peut faire tout de suite. Vraiment, sur un coin de table, on reçoit le kit dans le train, on fait un coloriage. Et il y en a, ça nécessite un peu plus d'organisation. Et là, les enfants trouvent ça incroyable, mais il faut avoir un petit peu anticipé. 3-6 ans, c'est intéressant, mais on peut imaginer que la prochaine fournée, ce soit les 6-8 ou les 8-10. Finalement, jusqu'à l'adolescence, on peut imaginer dupliquer vos kits un peu à l'infini quand même. Mais moi, j'aimerais... En fait, l'alimentation, ça commence dès la grossesse. C'est vraiment dès le ventre de la maman. Là, c'est plutôt à destination du parent, entre la grossesse et les 3 ans, donc c'est pas forcément ce que j'adresse. Mais j'aimerais trouver quelque chose qui puisse être fait avant et complètement réplicable après. Ça peut aussi être fait dans d'autres pays, parce que fondamentalement, une tomate, alors, peut-être pas le même goût en Italie, mais globalement... Ça reste une tomate, oui. Voilà. Ça peut être imaginé comme ça. Après, c'est pas du tout les mêmes formats et c'est pas les mêmes sujets liés à l'alimentation. Quand on est adolescent, on a d'autres problèmes. Il y en a aussi. Et même à l'âge plutôt senior, là aussi, alors il y a des sujets liés à l'alimentation qui sont un peu différents, ils sont plutôt sur les textures, etc. En tout cas, il y a des opportunités de business là pour l'avenir déjà. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ça donne pas aussi un petit peu aux parents des idées pour faire à manger, ou même pour eux en fait de redécouvrir certains aliments peut-être qu'on a mis de côté, ou pour occuper leurs enfants, ou pour occuper les enfants. Mais on parlait de la betterave par exemple, certains adultes n'aiment pas la betterave, oui. C'est peut-être une manière aussi pour eux de réapprendre et de développer et de faire autre chose que des pâtes. Prenons un peu de cliché, mais pardon. Alors déjà, dans chaque kit, il y a une idée recette. Donc là, forcément, et c'est vraiment pensé pour être fait avec l'enfant. C'est pas uniquement le parent qui le fait à destination de l'enfant, mais c'est comment on fait à 4 mains la recette. Et après, c'est vrai que les parents me disent beaucoup, moi j'aimerais bien faire manger du fenouil à mon enfant, mais je sais pas comment. Et là, aujourd'hui, j'en suis pas à ce stade, mais ce que j'aimerais, c'est aussi qu'il y ait tout un programme d'accompagnement du parent. Là, on est plutôt une communauté de parents qui se donnent un peu des bons conseils par rapport à ça. Et le sujet de quoi faire le soir à manger, c'est un vrai sujet chez les parents. Mais justement, qu'est-ce que vous voudriez dire aux parents qui nous regardent pour les déculpabiliser et leur dire que certes, ils ne sont pas parfaits, ils ne donnent pas des légumes et des fruits à leurs enfants, mais c'est pas grave parce qu'on les comprend malgré tout. Je dirais qu'il faut vraiment être dans la notion de plaisir, en fait. Et c'est ça qui compte avant tout. C'est pas de se mettre une pression de se dire il faut vraiment que mon enfant mange, mais plutôt d'avoir juste découvert l'aliment et vraiment sortir de cet aspect je veux absolument que mon enfant ait mangé son brocoli. Mais plus on sort de l'injonction pour rentrer dans le plaisir. C'est ça. C'est ça. Pour conclure, où est-ce qu'on peut trouver vos kits? Parce qu'il me semble que vous êtes sur Ulule, il y a des précommandes. Racontez-nous. Oui, alors en ce moment, on est sur une campagne de financement participatif sur Ulule. Donc c'est un système de précommande sur la plateforme Ulule. On est déjà à 330% de l'objectif. Et ça finit dans 10 jours, donc dimanche 5 novembre. Et après, ça sera vendu à un tarif moins préférentiel sur un site en propre, lespapillesverts.com. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Rose Mariton. Vous êtes donc fondatrice et dirigeante des Papilles Vertes. Tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Oui. Guillaume, vos bons plans, c'est parti. Allez, on y va pour cet agenda. Et c'est vrai qu'en plus, on est en pleine vacances de la Toussaint un petit peu partout. Donc, il y a des bons plans partout en France. On va commencer avec la Paris Games Week qui débute mercredi prochain dans la capitale et qui va durer jusqu'à dimanche. Effectivement, c'est l'événement gaming qui rassemble tous les grands acteurs du jeu vidéo, que ce soit les constructeurs de consoles, de PC, les éditeurs, les studios, les grandes compétitions, les joueurs, les joueuses ou tout simplement les fans. La Paris Games Week reprend ses quartiers pendant 5 jours à la porte de Versailles sur en plus 3 halls et cette édition est appelée Next Level. C'est un retour un peu aux sources après les années Covid ou encore l'édition 2022 qui était un peu plus restreinte. Et cette année, le salon est basé sur 3 axes. Tout à fait. Le premier, faire la fête. Mais comment? Eh bien écoutez la réponse de Nicolas Vignol. C'est le délégué général du CEL, le syndicat des éditeurs des jeux vidéo, mais également le directeur général de la Paris Games Week que j'ai pu rencontrer cette semaine. On va retrouver par exemple autour du rétro gaming, il y a des collectionneurs de jeux vidéo qui à la Paris Games Week vont trouver un énorme stand et des occasions de faire la fête ensemble autour d'une association qui s'appelle Emo5 qui collectionne les jeux vidéo et qui va fêter ses 10 ans. Donc grande fête des collectionneurs de jeux vidéo pour donner un exemple. Mais il y a les cosplayers qui vont se retrouver autour d'une très grande fête pendant 5 jours, beaucoup plus de cosplay que les années précédentes. Et puis évidemment toutes les communautés de fans autour des grandes licences, Final Fantasy,
Assassin's Creed, des jeux qui sont légendaires et qui ont des communautés de fans en France très très présentes qui vont trouver l'occasion à la Paris Games Week de faire la fête ensemble. Alors le deuxième axe également, c'est ce qui fait la force d'ailleurs de la Paris Games Week, c'est de pouvoir découvrir en avant-première les nouveautés, que ce soit en termes de jeux vidéo mais aussi les consoles. Et vous pouvez d'ailleurs même les tester, ces consoles, écoutez. Prendre de la manette, essayer la console, tester concrètement les jeux et des jeux qu'on n'a pas encore chez soi. Donc jamais vous aurez eu autant que cette année des nouveautés qui vont être pour la première fois jouables en France, en Europe. Si je dois prendre 2-3 exemples, chez Ubisoft par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Prince of Persia qui ne sortira que en février 2024 et qui sera jouable à la Paris Games Week. Pour prendre un autre jeu qui est français cette fois-ci, des Français de Focus qui sortent un jeu très attendu qui s'appelle Banisher, Ghost of the New Eden, qui est un jeu magnifique, mais il n'est pas encore sorti et il sera jouable à la Paris Games Week. Et pour terminer, on a le troisième axe, c'est l'e-sport, les jeux vidéo compétitifs, avec une énorme scène qui va se tenir au Hall 3. Il y aura plus de 1800 personnes, 3000 mètres carrés de surface, avec 5 jours de programme, la finale de Coupe de France par exemple de League of Legends ou encore qu'une des 4 manches mondiales pour Street Fighter 6. Ça rappelle peut-être des souvenirs pour certains. Oh oui, pour beaucoup. Guillaume, il y a le Made in France aussi qui est mis à l'honneur. Tout à fait. Il y aura un espace qui leur sera dédié sur environ 600 mètres carrés, un lieu idéal pour découvrir ou redécouvrir le travail de plus de 20 studios et éditeurs français. Au programme, une 50aine de jeux. Sera présent également Ubisoft, qui est l'un des plus grands développeurs. Il est en plus français. Il aura tout simplement son stand. Écoutez Nicolas Vignol. Cette année, il y a une particularité, c'est que 100% du stand Ubisoft ne sera constitué que de productions qui ont été fabriquées, qui sont Ubisoft, mais fabriquées uniquement en France, produites en France. Prince of Persia, qu'on a évoqué plus tôt, le Prince of Persia, c'est un jeu joué dans le monde entier, mais qui est produit en France. Et cette année encore, le salon se veut intergénérationnel, rétro gaming, jeux vidéo actuels, mais aussi dans l'accompagnement entre les parents et les enfants pour mieux comprendre surtout cet univers et enlever certaines idées reçues. Et puis, dans moins d'un an, quand même, c'est les JO. Tout le monde les attend. Et donc, il y a une partie qui parle de sport. Tout à fait. L'installation d'un terrain de basket, notamment, ou encore un skatepark sur 750 mètres. La présence d'anciennes gloires aussi du basket. Il y aura des skateurs professionnels qui seront Moi, présents. c'est le basket qui m'intéresse. Eh bien, allez-y avec votre basket, justement. Et puis des fédérations sportives qui ont participé à ce projet. Ils apporteront, entre autres, toute leur technologie. On pense à la réalité virtuelle. Ou encore, il y aura de quoi tester la Formule 1 si vous le souhaitez. Quelques infos pratiques, là aussi, plein tarif 20 €. Pour les moins de 18 ans, 16 €. Et puis sinon, vous pouvez suivre ça aussi sur les réseaux sociaux. Il y aura une douzaine de streamers qui vont vous faire vivre cet événement sur YouTube ou sur Twitch. Allez, on file au nord maintenant du côté de Lens. C'est au Louvre de Lens, puisque, chers amis, sachez-le, il y a une annexe de notre joli Louvre parisien à Lens. Et là, on va parler des animaux fantastiques. Tout à fait. Une exposition exclusivement sur ces animaux tels que des dragons, des griffons, des sphinx, des licornes ou des phénix, des animaux que nous pouvons retrouver dans l'univers d'Harry Potter, de Game of Thrones ou encore dans la dernière saga de David Yates, les animaux fantastiques. Leur nature hybride et leur apparence monstrueuse provoquent fascination chez certains, répulsion chez d'autres. Près de 250 œuvres à découvrir, sculptures, peintures, objets d'art, bref, de l'Antiquité à nos jours. Vous pouvez en profiter jusqu'au 15 janvier prochain, ouvert d'ailleurs à tous dès 8 ans. Durée de la visite environ 1 heure, avec un tarif de 4 € pour les moins de 18 ans, sinon vous comptez 6 €. Peut-être quelques questions maintenant qui sont des questions importantes. Mon cerveau est-il unique ? Bon, on aurait tendance à répondre oui. Les animaux sont-ils intelligents ? Oui aussi. Mais vous avez toutes les réponses à Bordeaux. Tout à fait. Comme un immense terrain d'expérimentation, de découverte, l'exposition vous invite à découvrir cet organe aux capacités d'adaptation remarquables. Vous allez explorer le cerveau des animaux, analyser leurs capacités, tromper notre cerveau également avec certaines activités d'illusion. Bref, c'est un beau programme qui vous attend. Objectif, identifier les différentes fonctions cognitives, les tester également, découvrir l'anatomie du cerveau humain, son évolution au cours de la vie, là aussi son rôle et son fonctionnement, connaître tous nos sens. Bref, on vous conseille d'aller à Bordeaux, c'est quai de Bacalan avec les tarifs qui sont les suivants, 6,50 €, tarif réduit de 5 €. C'est au Hangar 20 et on vous conseille fortement cette activité. Merci beaucoup. Voilà plein de belles choses à programmer avec vos enfants ou petits-enfants. Merci encore Guillaume. On retrouve Malika Ménard tout de suite dans Souvenirs d'écolier. C'est la dernière partie de son entretien avec l'écrivain, acteur et réalisateur Michael Cohen. Si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école. Et ça tombe bien, parce que tu as un petit garçon qui est en plein dedans. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'école française aujourd'hui ?
En fait, d'abord, je trouve que ça évolue un petit peu parce que les problèmes de harcèlement, etc., bon, ils commencent à le prendre en main, mais je trouve que ça a mis beaucoup trop de temps. Il y a un retard trop fort pour ça. Je veux dire, combien de fois j'ai vu des enfants aller à l'école avec la boule au ventre, ou même moi. Enfin bon, moi je me faisais traiter de youpin quand j'étais jeune, et quand je le disais, on me disait, enfin bon, c'est pas grave, ou bon, je me battais beaucoup, etc. Bon, bref. Mais ça évolue plutôt bien. Du fait que juste on le dénonce et qu'on en parle, en fait. Ouais, c'est ça. Et que ça soit plus une chose banale, quoi. Et après, dans le système scolaire, je trouve qu'on ne prend pas assez en considération chaque élève. On les met trop dans un groupe uniforme. Et on devrait... Voilà, je ne sais pas si c'est toujours possible, mais il faudrait faire l'effort de prendre en considération chaque élève, chaque personnalité, les forces et les faiblesses de chacun, les aspirations de chacun. Et je trouve qu'on est souvent mis dans un même lot. Et on est quand même tous très différents. Et les élèves, dès leur enfance, sont déjà très différents. Et en fait, c'est comme quand tu réalises ou que tu mets en scène une pièce de théâtre, chaque acteur est différent et tu ne peux pas les diriger de la même manière. Et ben, les élèves, c'est pareil. Et puis, il y a un autre truc qui me... Non, mais il y a un truc, c'est qu'il y a un problème avec les langues. Moi, depuis que je suis sorti de l'école, je fais des stages d'anglais tous les 6 mois, parce que je fais des castings en anglais, parfois je travaille en anglais. Là, j'ai tourné un film l'année dernière en Thaïlande en anglais, mais je dois travailler, je dois retravailler, et je suis nul. J'ai un accent horrible, etc. On aime bien l'accent français. Non, on aime bien l'accent français, mais il faut quand même qu'on puisse bien se faire comprendre, oui, malgré l'accent français. Et je ne comprends pas qu'on en soit encore, parce que je vois mon fils donc à 14 ans, et c'est pareil, les cours d'anglais sont nuls, et je ne comprends pas pourquoi on s'obstine encore à mettre 2 langues étrangères. Je pense qu'il n'en faudrait qu'une seule. Bah oui, parce qu'on sort, on ne sait parler ni espagnol, si on est espagnol, ni anglais, et donc du coup, on doit courir après un truc. Alors à mon avis, l'espéranto aujourd'hui, c'est l'anglais, parce que même quand j'ai tourné dans la jungle en Thaïlande, au fin fond de la jungle, je pouvais m'exprimer en anglais, on me comprenait. Mais si tu préfères l'espagnol ou le chinois ou l'allemand, vas-y, mais une seule langue, mais qu'on la parle, qu'on sache la parler en sortant des cours, quoi. Donc plus miser... C'est un peu mon petit coup de gueule, mais j'ai pas peur de le dire. Tout à l'heure, tu parlais de harcèlement. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avec ton fils ? Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Et puis, alors, pour le coup, je trouve qu'ils sont quand même... Alors, comme ils sont rivés sur les écrans, ils sont quand même très au courant, parce qu'on en parle beaucoup, et sur les TikTok, et sur Instagram, et sur et dans les informations, etc. On en parle. Et c'est vrai que, oui, j'en parle. Là, ça va. Quand il était plus jeune, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais là, il est bien, et puis il est plus à protéger les autres qu'à subir quoi que ce soit. L'école de demain, tu la vois comment ? Je la vois plus avec plus de spécialités de théâtre. Moi, théâtre, maçonnerie, boulangerie, littéraire. Je pense qu'on devrait commencer plus tôt les spécialités et amorcer plus tôt, arrêter de faire dans le général, parce qu'on apprend finalement pas grand-chose, parce que tout se mélange, et être plus précis plus tôt, je trouve. C'est très bien. C'est bien, ça vous va ? C'est très bien, et c'est la fin de l'émission. Déjà ? Ah oui. Est-ce que tu peux pleurer ? Oui. Non, on est bien ici, c'est vrai que j'aime bien cette bibliothèque. Où tu trouves qu'il manque des livres ? Oui, alors oui, la prochaine fois je vous amènerai mes livres. Et s'il fallait retenir qu'un livre justement à lire ? Toi qui lis beaucoup. Un livre de moi ? Bah oui, pour l'éducation. Non, oui, de toi si tu veux, mais... Bah, le prochain, L'attraction du désordre, aux éditions Anne Carrière en février. Ok, ça marche. Je pensais à un livre sur l'éducation, moi. Sur l'éducation, à lire absolument quand on est à l'école. Bah, parce que le tien, à mon avis, il est plus pour des... Romain Gary, c'est bien à l'école, je trouve. Oui. Mais après, il y a plein de livres que j'ai lus à l'école que j'ai pas aimé, que j'ai relus, par exemple Les Misérables, que j'ai relu plus tard et qui est un chef-d'œuvre bouleversant et qui est très très loin de ce qu'on peut imaginer. Enfin, il n'y a rien de scolaire dans ce livre, et c'est même dans la construction, les personnages, la violence et tout. Bon, je pense qu'il faudrait relire en fait tous les livres après 20 ans, parce que quand on les lit, ou les Balzac, ou... On avait dit un.
Ah oui, bah voilà, les Misérables. Allez, top. Bon, maintenant, on se quitte pour de vrai. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci beaucoup Malika et à lundi. Tout de suite, c'est le Zap, le meilleur de School TV tout de suite. On va tracer, si vous voulez bien, le portrait robot du prof idéal, parce qu'au fond, votre bouquin, c'est ce qu'il est en train de faire. J'ai quand même l'impression que dans tous les stratagèmes que vous leur suggérez, il y a un point qui revient, peut-être pas tout le temps, mais quand même très souvent, c'est l'humour. Exactement, je pense qu'effectivement, l'humour, c'est la base, je pense, d'une relation épanouie. Entre deux personnes, quand vous avez un ami, un vrai ami, ou c'est vrai qu'on se permet de rire, oui. Une relation sentimentale, l'humour, c'est la base. Si vous ne faites pas rire l'autre, si vous ne pouvez pas rire ensemble, je ne pense pas qu'il y ait de vraies relations entre les deux. Ou alors c'est une relation qui est vide, qui est fausse, ou simplement professionnelle peut-être. Mais le fait est que non, en classe, l'humour est un levier incroyable. Et ça inclut, dites-vous aussi, la possibilité, voire l'obligation pour l'enseignant d'être capable de rire de lui-même. Ça, c'est je vous ai fait rire sur le coup. On est en train de devenir amis, Maxime. C'est possible. C'est tout à fait. L'autodérision, c'est chez les humoristes notamment, c'est un point qui fait toujours, qui suscite l'admiration parce que c'est pas facile de rire de soi-même, mais c'est extrêmement apprécié. Et là, vous dites, il gagne en autorité, l'enseignant. Il y a quand même un petit risque, et vous en donnez des exemples aussi, c'est de blesser l'élève avec une saillie mal placée. Ah, ça peut arriver malheureusement, ça peut arriver. Mais le professeur, dans ce cas-là, peut tout à fait se reprendre. Et j'en ai vu qui se sont repris publiquement devant l'élève. Voilà. Futur en herbe, on l'a dit, vous l'avez dit, ce sont des ateliers. Quels sont les thèmes que vous abordez avec les enfants, justement, pour préserver la planète et l'environnement ? Alors, notre raison d'être, c'est éveiller les enfants et les adolescents à un futur durable. Donc, vaste chantier, vous me direz. Le premier pilier qu'on a choisi d'avoir, c'est la transversalité. Les enjeux de la transition, les enjeux autour du développement durable sont nombreux. Et on a voulu se donner cette liberté de pouvoir nourrir en termes de thématiques les activités qu'on allait proposer aux enfants. Aujourd'hui, je dirais qu'on a deux grands chapeaux, deux grands thèmes. Les villes du futur, dans lesquelles on va aborder les énergies, les transports, les déchets, le numérique, etc. Et puis un pôle plus nature, où on va faire des activités autour de la biodiversité, de la découverte des écosystèmes, et on va jusqu'au biomimétisme, qui sont, vous savez, ces activités qui permettent d'innover en s'inspirant de la nature. On appelle ça les super pouvoirs de la nature. Ce podcast, il est né comment ? Alors, ce podcast, il a une chouette histoire et surtout une histoire familiale parce qu'il est né pendant le confinement. Donc on a tous phosphoré pendant le confinement, tu sais, c'est vrai. Exactement. Ma fille avait 1 an à cette époque-là. C'était un soir. On était assez limité en termes de livres parce que les librairies étaient fermées. Et puis moi, en tant que maman des années 80, un petit peu terrifiée à l'idée de lui lire les histoires de Disney qui avaient baigné mon enfance. Pas une grande envie de lui lire des histoires de trop petit ours brun. Ouais. Donc j'ai pris le livre des Culottés de Pénélope Bagieux dans ma bibliothèque, qui n'est pas un livre à proprement parler pour les enfants. Ouais. Mais en tout cas... Mais elle a accroché ? Alors en fait, elle a souri, mais je pense qu'elle a souri parce que sa maman était en train de lui lire une histoire. Elle a vu des images. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que moi, je ne raconterais pas des histoires aux enfants ? Parce que ces femmes, elles ont des histoires incroyables. On parle notamment de Joséphine Baker. Mais c'est d'un autre siècle. C'est pas des femmes contemporaines. Donc j'avais envie surtout de raconter des histoires de femmes d'aujourd'hui. Mais l'histoire reste actuelle, j'ai quand même le sentiment à chaque podcast, même si c'est des histoires qui sont passées parfois il y a très longtemps. Exactement, parce qu'en fait, elle montre, c'est vraiment les histoires de femmes qui font ce qu'elles veulent, qui vont au-delà des injonctions sociétales, qui vont au bout de leurs convictions, au bout de leurs rêves. Donc en fait, c'est presque une histoire intemporelle, en fait. Alors, se caresser l'oreille gauche, par exemple, ça peut signifier que le sujet de la conversation fait écho. La personne qui se touche l'oreille gauche peut être gênée ou heureuse que l'on parle d'elle. D'accord. Voilà. Se toucher le bout du nez, on dit que c'est parce que quand on ment, mais en fait, a priori, ça montre aussi une réelle curiosité sur le sujet. Ah bah oui. Orienter le visage vers la droite, ce que je fais avec vous, c'est possiblement le signe d'un lien positif avec votre interlocuteur. La personne qui oriente son visage à droite est détendue et réceptive.
Si on croise les jambes vers la porte de sortie, ça montre qu'on a envie de s'en aller et donc la conversation ne nous intéresse pas du tout. Si la personne penche son buste à gauche, elle est déstabilisée dans l'émotion. Mais quel acteur! Et croiser les bras brusquement pendant une conversation peut être signe d'inconfort, surtout si on cache ses mains. Oh là là, là, ça va être très inconfortable. Voilà. Il y en a plein des signes comme ça. Il y en a plein, on dit qu'il y en a 2000, 1200. Enfin, les synergologues, parce que, en fait, depuis les années 80, il y a une science qui a été élaborée à partir de ça qui s'appelle la synergologie. Des signes sont répartis en plusieurs catégories, 6 pour être tout à fait exact. D'accord, génial. Voilà. En parlant de gestes, il y a des gestes aussi qui ne veulent pas dire la même chose d'un pays à l'autre, je crois. Oui, c'est drôle. Par exemple, ce geste-là, chez nous, c'est... Ça, tout va bien. C'est OK. Optimum. OK. Et bien, au Brésil, c'est comme un doigt d'honneur, pour tout vous dire. Voilà, exactement. Si des Brésiliens nous regardent. Et par exemple, rien à voir en Italie, quand on fait ça, ça veut dire que ça ne va pas très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Nous, ça veut dire 2, hein. On est bien d'accord. Donc voilà, attention, les gestes sont... Et en France, est-ce que c'est ça? Loser. Voilà, c'est tout. Alors, super pouvoir de la nature, ils sont aussi inscrits dans les textes de l'éducation nationale. L'éducation au développement durable y figure expressément, je cite, dispensée tout au long de la formation scolaire. Elle permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques aussi de la transition écologique. Ça, c'est dans le code de l'éducation. Sur le papier, on le voit, les ambitions sont là. Dans les faits, la réalité à l'école est un peu différente. Oui, alors effectivement, là, vous vous référez au rôle de l'école. Le développement durable est dans les textes depuis longtemps. Ça s'incarne en particulier dans les programmes au collège. Et puis, il y a les éco-délégués qui sont aussi une obligation légale à tous les niveaux d'avoir ces enfants qui représentent ces thématiques au sein de chaque classe. Je pense que c'est vraiment un thème, le développement durable, qui prend de plus en plus de place à l'école ces dernières années. Malgré tout, je suis d'accord avec vous, il reste une grande disparité entre les établissements et aussi selon les enseignants qui vont être plus ou moins à l'aise, plus ou moins désireux d'aller sur le terrain du développement durable. C'est quoi pour ceux qui souhaitent justement se lancer dans l'aventure du podcast les bases? Est-ce qu'il y a des règles de base à respecter peut-être quand on fait son premier podcast et qu'on se lance un petit peu à l'aventure, qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut faire? Alors, je pense que le meilleur conseil que je donne, c'est vraiment d'incarner son podcast et de travailler en fait le format, le concept, qui soit vraiment habité par ce format. Et ensuite, il faut être très régulier. Il n'y a pas de secret, c'est pas du tout un média qui est viral, qui prend du temps, c'est un média froid. Vous l'avez dit, vous avez été maman une deuxième fois, donc du coup... Voilà, moi, de toute façon, j'ai lancé le podcast la veille de l'accouchement de ma deuxième fille. Ah bah voilà. Donc après, ça a été un peu perturbé, mais il faut être régulier. Même si c'est pas toutes les semaines, il faut donner rendez-vous comme vous donnez rendez-vous en télé. Il faut reprendre tous les codes de la télévision pour le podcast. Donc la régularité, un concept qui va embarquer, qui est incarné par l'hôte, vraiment travailler le pourquoi on le fait, c'est très important, et d'être là du coup sur le plateau pour l'expliquer. Voilà pour le Zap et voilà pour cette magnifique semaine en votre compagnie, chers amis. Lundi, évidemment, Virginie Guillaume sera de retour à cette place. Guillaume également. Oui, tout à fait. Voilà, Guillaume Ouattara aussi. Donc un grand merci de nous avoir suivis tout au long de cette belle semaine. Bien sûr, Canal 217, ça c'est sur Orange. 247, c'est sur Free. SchoolTV.com, bien sûr. Vous avez la chaîne YouTube avec tous les replays. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Xavier Sanchez. Au son, Thibaut Goury-Lafont. Au maquillage, Eva Troller et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très très bon week-end et à très vite.